Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 15 ans, Bref Eco lançait ses premiers trophées de l'innovation. Cette année, évidemment, pas de cérémonie publique et je suis très fier de vous proposer une web-série en 6 épisodes. Et nous commençons par la première catégorie, qui est la catégorie d'innovation sociale, sociétale et environnementale. J'ai le plaisir de vous présenter mes deux complices, les deux jurés, qui m'accompagnent ce matin. Bonjour Marie-Christine Eudes, vous êtes directrice de l'innovation chez Apicil. Pour nous, l'innovation, c'est l'innovation au service des clients. Très intéressés de découvrir des innovations dans le monde du social, sociétal et environnemental, puisque ce sont des valeurs que l'on porte et qu'on essaye de pouvoir mettre à disposition aussi de nos clients grâce à ces startups qui vont venir pitcher. Très bien, bonjour Gérald Coste, vous êtes référent innovation à la CNR, Compagnie nationale du Rhône. Bonjour Didier. L'environnement, ça nous impacte sur les activités, sur nos missions, à travers l'irrigation, la navigation, évidemment la production d'électricité. Cette innovation, ça nous permettra de nous reconstruire pour demain et d'adapter CNR pour le monde de demain. Eh bien, nous pouvons enchaîner avec le premier candidat finaliste de cette première catégorie. J'appelle donc Damien Brosseau, directeur général adjoint de la société Okinea Digital. Bienvenue face au jury. Eh bien, vous connaissez la règle, vous avez 2 minutes pour nous convaincre de l'intérêt et surtout de l'importance de votre innovation. C'est à vous, go! Dans le monde, il y a 1 milliard de personnes en situation de handicap, selon l'Organisation mondiale de la santé. 12 millions en France. 12 millions pour qui il est difficile d'accéder à tous les services. 12 millions pour qui la mobilité est altérée et au final parfois impossible. Alors nous, quand on a entendu parler de la Smart City, de la ville intelligente, on s'est posé la question de savoir si, une fois de plus, nous allions mettre de côté les personnes en situation de handicap. Chez Okinea Digital, ce qui nous fait lever le matin, c'est tout simplement de penser que la ville intelligente le serait vraiment, si et seulement si elle était inclusive avec un grand I. Il y a 4 ans, j'ai entamé une démarche d'innovation au sein d'Okinea, une entreprise historique du bassin lyonnais, spécialiste en accessibilité. Et nous avons créé, il y a 2 ans, Evelity à la suite de cette démarche. Et Evelity, c'est le premier GPS piéton pour smartphone pour les personnes en situation de handicap. Evelity vous donne accès en toute autonomie en situation de handicap dans les bâtiments à l'intérieur, tel un GPS de voiture, et à l'extérieur, ce qui vous permet d'accéder en toute autonomie aux services qui sont disponibles au sein d'un bâtiment et dans les villes, dans les métros, et c'est ce qu'on fait à New York et à Marseille. Dans les universités, on permet par exemple à des personnes aveugles, à des étudiants, d'accéder à leur salle de cours en toute autonomie avec leur smartphone. Finalement, dans tous les lieux ouverts au public, les universités, les parcs d'attractions et les hôtels et bien d'autres, bien entendu. Evelity vous donne donc un accès en fonction de vos capacités et de votre contexte et vous propose des interfaces différentes en fonction de votre typologie de handicap. Merci beaucoup de votre présentation très claire. J'imagine que le jury a d'ores et déjà des questions. Déjà, merci pour ce pitch. Quelles typologies d'handicap sont plus particulièrement concernées par votre innovation? Alors j'ai envie de vous répondre toutes, de la personne en fauteuil à la personne sourde, malentendante ou même déficiente cognitive, ce qui nous oblige à faire des interfaces beaucoup plus simples que des GPS traditionnels piétons. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche concrètement? Alors à l'extérieur, on utilise le signal GPS, puis on vient tracer des routes urbaines qui sont accessibles, et en intérieur, on utilise des balises Bluetooth qu'on vient disposer dans les bâtiments, sur lesquelles on vient faire un certain nombre de calculs de positionnement, et on fournit des interfaces qui sont spécifiques à chaque type de handicap, ce qui fournit un guidage efficient. Vous avez différents clients, des métros, des musées. Est-ce que pour chaque client, ça nécessite d'aller sur place et d'installer du coup des balises à différents endroits? Aujourd'hui, nous installons des balises. Effectivement, c'est un frein à la mise à l'échelle de notre innovation. Mais on voit bien qu'un métro, comme celui de New York, est prêt à dire oui, on installe des balises pour fournir ce service-là, parce que c'est un vrai coût pour eux, la gestion de personnes handicapées. Vous avez des concurrents déjà?
Oui, tout à fait. On a des concurrents. À New York, on a gagné face à 130 concurrents. On est les seuls Français à proposer cette innovation. Vous avez déjà signé des contrats, ça fonctionne déjà? Alors, le métro de Marseille est signé dans le cadre d'un appel d'offres que j'ai remporté. Aujourd'hui, on a un produit qui n'est pas encore parfait, mais qui séduit déjà un certain nombre de clients. Donc, on se fait payer pour réaliser des expérimentations. Et on a aussi des projets comme le Luma à Arles, où finalement, ils ont signé tout le musée, intérieur, extérieur et tous les pavillons. Et c'est vrai qu'en première année, on a déjà fait un chiffre qui est assez impressionnant et on fait 70% de croissance sur cette deuxième année. Combien vous avez fait la première année? 380 000 euros. Et on prévoit 650 à minima sur cette année. Très bien, merci. On peut vous guider si vous voulez pour sortir. Je ne voyais pas forcément le temps qui défilait, mais les questions m'ont permis de bien rattraper mon propos. C'est énergisant et à la fois stressant. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Eh bien, j'accueille le deuxième finaliste, Thierry Bonnefoy, qui est PDG de la société Legatech. Vous connaissez les règles du jeu, nous vous écoutons pendant 2 minutes. Bonjour à tous, moi je viens vous parler de cet objet. A priori c'est un vulgaire emballage plastique, souvent décrié, victime de plastic bashing, sauf que celui-là dans l'emballage alimentaire, eh bien, il est révolutionnaire parce qu'il est recyclable. Et pourquoi? Parce qu'il est monomatériau. En fait, nos équipes ont travaillé à rendre les emballages alimentaires, qui sont souvent issus de produits multimatériaux, monomatériaux. La loi obligera la France à valoriser tous ces emballages plastiques à partir du 1er janvier 2022. Et notre technologie est une solution à cette problématique. Nous rendons tous les emballages monomatériaux. Nous sommes capables de diminuer leur empreinte carbone en utilisant qui plus est des matériaux biosourcés pour les produire ou des matériaux justement issus du recyclage. Bref, nous inscrivons notre stratégie dans une vraie logique d'économie circulaire. Alors quelques mots quand même sur Legatech. Legatech, c'est une entreprise innovante, humaine, très empreinte d'une démarche RSE. C'est 3 chercheurs qui ont mis au point cet emballage, qui s'appuie sur une équipe de 190 personnes réparties sur 2 sites. Nous connaissons cette année une croissance de 19%. Et nous cherchons donc vraiment à mettre l'économie circulaire au cœur de notre stratégie, avec comme leitmotiv de redonner de la valeur au plastique. Si demain vos déchets ont de la valeur, le regard que vous aurez sur le plastique va changer. Merci. Vous parlez de matériel monomatériaux. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce biosourcing en fait. Les emballages aujourd'hui sont souvent issus de matériaux issus de pétrole. Là, l'idée, c'est d'utiliser des déchets de biomatériaux dont on va aller tirer de l'huile puis de l'éthylène pour transformer ça en polyéthylène, ou de réutiliser dans une boucle fermée nos déchets ménagers. On va utiliser plusieurs technologies différentes pour combiner ces technologies, mais avec un seul et même matériau pour obtenir les mêmes propriétés de conservation et de sanitation que nous avions auparavant. Votre monomatériau est 100% recyclable. Notre monomatériau est 100% recyclable. Aujourd'hui en France, il y a 2 filières qui sont clairement identifiées pour le recyclage. Il y a le PET rigide, à savoir grosso modo votre bouteille d'eau, et de l'autre côté les emballages flexibles que vous utilisez, dont la plupart aujourd'hui ne sont pas recyclables et qui demain, grâce à notre solution, peuvent l'être. Votre emballage est 100% recyclable, mais est-ce qu'il va être recyclé avec les autres? Dans une agglomération comme l'agglomération lyonnaise, c'est déjà possible parce qu'on va être capable d'identifier le matériau par rapport au tri infrarouge et donc il va être recyclé et il va être valorisé. Comment vous vous positionnez sur le marché? Est-ce que c'est vraiment une innovation qui est très française? La problématique du plastic bashing, vous n'ignorez pas qu'elle est mondiale, hein. C'est une démarche qui est très largement partagée. On va dire de façon un petit peu préemptoire qu'on fait partie des premiers de la classe aujourd'hui pour développer ces produits. L'un des objectifs de cette vague verte, c'est tendre vers un emballage zéro. L'emballage zéro, j'ai peur que ce soit un vœu pieux quand même, hein. L'emballage, je pense qu'il faut surtout le dédiaboliser. Donc nous, notre but, c'est de rendre le produit totalement recyclable, collectable, valorisable pour que votre regard change. Parce que vous aurez toujours besoin de conservation et de sanitation. Le vrac, avant d'arriver dans un magasin vrac, il est emballé, hein, vous ne vous trompez pas, hein, il n'arrive pas par magie jusqu'au magasin vrac. Et de toute façon, il y a des produits comme les produits carnés, si vous voulez les conserver, il n'y a pas d'autre solution que de les emballer. C'est Vous très savez clair. tout. Merci. On sait tout. Merci. Merci. Merci à vous. Gérard, pas d'emballage, vous. Ça fait des années qu'on parle du zéro papier. Je pense que le zéro déchet, on n'y est pas encore. On voit bien que... En tous les cas, moi j'ai trouvé efficace de parler du produit en premier et de la société après. Il a apporté aussi beaucoup d'éléments dans les réponses à nos questions. En tout cas, il y a une belle force de conviction, je trouve. Hein. Oui.
Après le premier candidat, j'avais peur de trop en dire et justement de ne pas être dans les 2 minutes. Dans ma tête, j'ai supprimé quelques arguments et du coup, j'en ai peut-être trop supprimé finalement parce que j'ai été trop concis et j'ai pas profité de tout le temps qui m'a été alloué. Allez, j'appelle maintenant le troisième finaliste, Vincent Desroches, directeur de la société Terranvie. Monsieur Desroches, bonjour, vous avez 2 minutes. Donc il faut savoir qu'en France, chaque année, près d'1 million de tonnes de terres polluées sont générées. Et la quasi-totalité finissent en décharge. Donc il fallait changer ce modèle. C'est pourquoi nous avons créé Terranvie, qui est né d'un partenariat entre Serpol, qui est la branche dépollution du groupe Serfim, et le groupe cimentier Vicat. Partenariat qui, lui, est né de l'appel des 30, qui est un appel à projet lancé par la métropole de Lyon pour redynamiser tout le secteur de la vallée de la Chimie. Alors quel est notre cœur de métier? Eh bien, c'est la valorisation des terres polluées. Et pour ce faire, nous utilisons 2 innovations. Le procédé phytosol, qui est un traitement biologique assisté par les plantes. Une fois que les matériaux sont traités, nous réutilisons ces matériaux en tant que matière première de substitution, majoritairement dans le cadre de la fabrication des ciments Vicat, mais également dans le cadre de la fabrication de terres fertiles. Alors vous me direz, quels sont les bénéfices de ces voies de valorisation? Eh bien, c'est de préserver nos ressources naturelles, également de stopper la mise en décharge de ce type de déchets. Alors je finirai ma présentation pour insister, préciser sur un point qui est important pour nous. Eh bien, c'est que notre souhait, ce pourquoi Terranvie a été créé, c'est d'accompagner, en tout cas ceux qui le souhaitent, on ne force personne, eh bien de changer de modèle, de changer de mentalité pour mettre en avant et choisir notre solution qui nous semble plus vertueuse, plus durable d'économie circulaire. Je vous remercie. Lui aussi est en avance. Il n'a pas utilisé tout son temps. Bravo. Quelle efficacité. Vous traitez quel type de pollution? Le procédé phytosol est adapté pour tout ce qui est pollution hydrocarbures. Mais on prend également des terres avec une problématique de métaux lourds ou avec des composés inorganiques. Et ces matériaux sont également revalorisés en cimenterie. Et on parle bien d'un traitement biologique, naturel. Tout à fait. Le procédé phytosol, c'est de la phytoremédiation et plus précisément ce qu'on appelle de la rhizodégradation. On va utiliser les bactéries qui sont autour des racines de la luzerne et ces bactéries qui sont situées dans la rhizosphère vont dégrader les molécules d'hydrocarbures contenues dans les sols. J'insiste bien, il y a une dégradation des molécules, il n'y a pas de transfert dans la plante et c'est bien au niveau des racines et les bactéries qui sont au niveau des racines. En fin de compte, ce n'est pas la plante qui absorbe, ça veut dire que la luzerne peut être consommée par des animaux sans problématique. La luzerne, elle va avoir plusieurs destinations. Soit on va faucher, la laisser en place et ça va venir amender le sol et là du coup je pense tout de suite à la voie de valorisation qui est les terres fertiles. Et après il y a une autre synergie qu'on est en train de mettre en place qui serait de méthaniser la luzerne. Vous allez, j'imagine, vendre vos terres propres, entre guillemets. À qui donc? Et c'est ça votre modèle économique? Le modèle économique, en fait, c'est que les clients qui nous livrent des terres nous payent. Le principe du pollueur-payeur, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Vous imaginez vous développer dans d'autres régions françaises ou internationales pour développer ces techniques? On a démarré en juin de l'année dernière. On voulait voir un petit peu comment les clients et les acteurs de l'environnement allaient répondre à notre projet. Pour l'instant, effectivement, c'est plutôt encourageant pour la suite, donc on verra. Merci. Okay. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Je l'ai trouvé très à l'aise, moi. Oui, moi aussi, très à l'aise. Par contre, il a moins parlé de sa société. Il n'a pas présenté, en fin de compte, qui était l'équipe derrière. Est-ce que c'est des chercheurs qui étaient issus des 2 mondes et qui se sont rapprochés? On va passer maintenant à la délibération. Ça risque d'être compliqué de les départager. Ça va être compliqué, oui. J'ai plutôt l'impression que ça s'est pas trop mal passé. C'est très compliqué effectivement de voir la réaction du jury. Dans tous les cas, les autres candidats avaient également des beaux projets, donc on verra bien la décision finale du jury. Alors, Kinéa, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui mérite d'être lauréat, par exemple? Alors oui, ils le méritent, mais ils le méritent tous. C'est bien la difficulté. C'est hyper important. Moi, je vois beaucoup de perspectives. J'ai beaucoup apprécié. C'est un dossier qui me plaît vraiment beaucoup. Négatech.
un dossier très intéressant et un fort potentiel de développement. Je dirais que presque à titre plutôt personnel, je crois beaucoup à ce type d'innovation. Troisième dossier, Terre en vie. Par rapport à Legatech, je trouve que Legatech était plus incisif sur son pitch. Je sens qu'ils sont vraiment en test. Ils n'ont pas fait le tour de la question complètement. Est-ce que vous avez déjà une idée précise ou pas? Moi, personnellement, j'ai mon cœur balance entre deux. En fin de compte, j'ai le côté un peu personnel et professionnel là, qui sont en train de se percuter. Si on hésite, ça veut dire que tous les dossiers sont de qualité, mais j'hésite également entre deux. Moi, j'en ai qu'un choix, il est coup de cœur. Le choix coup de cœur, par nature, il est immédiat. Mes points, je vais les attribuer au Kinea Digital, puisque franchement, je pense que ça représente vraiment ce qu'on essaie en train de faire vis-à-vis des personnes en fragilité et que de plus en plus, l'inclusion, pour moi, c'est un sujet qu'on doit traiter. Au Kinea également, ça touche tout le monde et ça peut toucher tout le monde. C'est vraiment ça qui m'a convaincu, mais j'avoue, j'ai beaucoup hésité. Alors, je suis un petit peu embêté, parce que moi aussi, mon coup de cœur, c'était au Kinea. Pour moi, les autres n'ont pas démérité, loin de là. Tous étaient vraiment des beaux dossiers. Ouais. Vous l'aurez compris, nos jurys ont donc attribué leurs 9 points à Okinea Digital. Cette entreprise est donc le favori de cette finale. Mais attention, 10 points ont été préalablement distribués sur dossier par les 10 autres jurés. Rien n'est donc encore fait mathématiquement. Eh bien ça y est, le jury a fait son choix. On va savoir qui est le lauréat de cette première catégorie. Gérald, je vais vous donner l'enveloppe, vous l'ouvrez et vous avez la lourde charge de nous donner le nom du gagnant. Du coup, le gagnant est Okinea Digital. Un bel exemple d'inclusion par cette innovation. Merci et merci pour l'équipe aussi qui fait au quotidien avancer l'inclusion. Merci au jury et merci aux participants. Eh bien bravo à notre premier lauréat Okinea Digital et rendez-vous demain 13h45 sur notre chaîne YouTube pour le deuxième épisode. Ce sera la catégorie biotech, technologie médicale et santé. Dans la catégorie innovation sociale, sociétale et environnementale, Okinea Digital. La société Terre en vie. Okinea Digital. Okinea Digital. Legatech. La société Terre en vie. Société Terre en vie. La société Legatech. Okinea Digital. La société Legatech.